D'accord. Donc, on te laisse la place. Donc, on va parler du doctorat, de la partie qui est très souvent laissée pour compte. Certains se posent la question, est-ce qu'après un master, on doit faire un doctorat? Est-ce que après un cycle ingénieur qui nourrit bien déjà son norme, on doit faire un doctorat? Et pourquoi, à quelle fin, à quelle utilité? Donc, tu vas nous parler un peu de l'avantage à faire une thèse de doctorat et on pourra échanger par la suite. Ok, parfait. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et encore merci une fois de plus à Bobé et à toute son équipe pour cette initiative-là qui témoigne quand même de la place quand même qu'a l'éducation dans le cadre du développement de nos pays, de nos sociétés. Moi, je vais faire une petite présentation. Je ne sais pas si je vais pouvoir aborder toutes les questions ou les thèmes que tu as soulevés tantôt là, mais avec les questions qui vont s'en suivre, on pourra les aborder. Donc, moi, je me nomme Lucien Comlan, je suis doctorant en épidémiologie. Ma formation de base, j'ai fait une licence en économie, après ça, un master en statistique et économie. J'ai travaillé 3 ans dans le secteur de la recherche, donc recherche en économie. Et puis après ça, j'ai décidé de venir ici au Canada pour un doctorat en épidémiologie, beaucoup plus focus sur l'économie de la santé. Donc, on va partager un peu quelques avantages associés à la réalisation d'une thèse, précisément le PhD. Je vais beaucoup plus parler de l'Amérique du Nord que je maîtrise un peu plus. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler un peu de mon projet de recherche que je fais actuellement. Et puis, comme je l'ai dit en introduction, des avantages associés à un PhD, les défis et les conseils qu'on peut donner, et puis les références après. Donc, actuellement, moi, je travaille sur les fardeaux des transferts interhospitaliers de faible valeur dans le système de traumatologie du Québec. Donc, on sait que les pratiques de faible valeur sont définies. Dis-moi, est-ce que tu présentes quelque chose ou ça va? Oui, je présente. Vous ne voyez pas mon écran? Non, on voit pas l'écran. Partager, clique sur partager. Ok, je vais arrêter puis répondre. Désolé. Ok, là c'était bon. Est-ce que vous voyez maintenant? Ah oui. Oui, là c'est bon. Ok. Là c'est Donc, bon. je disais tantôt, je vais parcourir ces 4 points-là avec vous. D'abord, concernant le premier point qui concerne mon projet de recherche, il s'intitule au fait les fardeaux des transferts interhospitaliers de faible valeur dans le système de traumatologie de Québec. Donc, juste pour expliquer un peu, les transferts interhospitaliers, ce sont les transferts entre les hôpitaux. Et il y a des transferts qui sont qualifiés de faible valeur, c'est-à-dire ce sont des transferts qui ne sont pas justifiés. Donc, transférer un patient d'un hôpital A vers un hôpital B, supposons que l'hôpital B requiert des soins sophistiqués ou bien des soins plus spécialisés. Pourtant, si le patient présente des blessures mineures, par exemple, et que le transfert est effectué, on peut qualifier ça de transfert interhospitalier de faible valeur. Parce que le patient a des blessures mineures, mais on le transfère vers un hôpital qui requiert des soins spécialisés. Donc, ça entraîne des coûts, ça entraîne, je ne sais pas, des impacts environnementaux et tout ça. Donc, c'est ça que moi, j'essaie d'étudier. Donc, c'est ça qui est défini ici en deuxième point. Les pratiques de faible valeur sont définies comme étant l'utilisation des interventions dont les bénéfices ne justifient ni les risques ni les coûts pour les patients. Et les données révèlent que ça représente entre 30 et 40% des dépenses en santé. Donc, en traumatologie, donc, le volet de la médecine qui s'intéresse aux fractures, aux brûlures et tout ça, les transferts interhospitaliers représentent au fait une
source potentielle de ces pratiques. On parle de 11 à 40% des patients, notamment adultes, qui sont transférés vers des centres spécialisés. Mais ces patients-là présentent au fait des blessures mineures. Donc, un patient qui est blessé léger, mais on le transfère vers un hôpital de référence, un hôpital qui requiert des soins plus élevés. Donc, comme je l'ai dit tantôt, là, ça entraîne des coûts énormes pour le système de santé et ce n'est pas bon. Donc, en termes de chiffres, des données des États-Unis révèlent que ces transferts-là, ces types de transferts représentent au fait 40% des coûts liés aux blessures, soit une économie de 137 millions de dollars qui pouvait être réalisée si ces transferts étaient au fait évités. Et en plus de cela, les données australiennes nous montrent que ces transferts-là sont associés à une émission importante de CO2 dans l'environnement. Donc, face à ça, quand même, il y a eu dans la littérature scientifique l'émergence des interventions de désimplantation. Donc, ce sont des interventions qui visent à réduire au fait ces pratiques-là. Donc, ça tue comme stratégie pour réduire au fait ces pratiques de faible valeur. Mais le problème, c'est qu'aucune de ces interventions ne cible les transferts entre les hôpitaux. Vous voyez un peu. Donc, c'est là que le gap ou bien la brèche s'ouvre à nous pour mener une recherche. Donc, on trouve là une opportunité pour mettre en place des interventions qui va cibler au fait ces transferts-là à l'échelle du système de traumatologie du Québec. Mais encore une fois, on rencontre un problème, c'est qu'on n'a pas de données pour justifier la mise en place d'une telle intervention. Donc, on n'a pas de données économiques, on n'a pas de données environnementales. Parce que pour mettre en place des interventions, il faut prouver quand même au gouvernement le fardeau que ça représente, le problème en termes économiques, en termes environnementaux. Donc, on n'a pas ces données-là. Et c'est là justement que ma thèse intervient. Donc, dans le premier volet, ce qu'on essaie de faire, c'est une thèse qui regroupe au fait 3 articles. Dans le premier article, on va estimer au fait le fardeau économique que représentent ces transferts-là. Au Québec précisément, parce qu'on ne peut pas faire à l'échelle de tout le Canada, on va passer assez de temps, ça ne va pas vite finir. Et puis le deuxième volet sera au fait d'évaluer l'impact écologique, donc quelle est la contribution de CO2 associée à ces transferts-là, toujours au Québec. Et puis après, on va faire une synthèse de la rentabilité économique des interventions qui vise au fait la réduction ou la désimplantation de ces transferts-là. Et justement, là, on va prouver qu'il n'y a pas d'intervention. En tout cas, c'est ce que l'hypothèse sous-entend. Il n'y a pas d'intervention et ça va ouvrir alors la voie pour mettre en place au fait des interventions ciblées. Donc, c'est un peu ça mon projet. Je vais à présent vous parler un peu des avantages associés à la réalisation. C'est intéressant, c'est très intéressant. Ok, vas-y, les avantages. En fait, comme premier avantage, ça vous permet au fait de développer une expertise approfondie et de contribuer à la production des connaissances de façon originale. Donc, tel qu'on l'a vu tantôt, là, on a vu qu'il y a un problème qui se posait et face à ça, il faut mettre en place une solution. Il faut chercher, il faut mettre en place une intervention ou mener une action pour résoudre ce problème-là. Donc, c'est souvent ce que le doctorat vous amène à faire. C'est l'un des avantages et ça permet aussi d'acquérir des compétences transférables très recherchées. Donc, ça ouvre aussi des meilleures perspectives d'emploi et des revenus élevés. Ça, les statistiques le prouvent également. Ce que plus le diplôme est élevé, pas tout le temps, mais en moyenne, plus le diplôme est élevé, plus aussi le revenu est également conséquent. Et aussi, ça contribue à l'économie, à l'innovation. Par exemple, ici, pour contextualiser ce que je fais là, si on arrive à diminuer ces pratiques de faible valeur grâce à des interventions ciblées, on va voir que ça sera de l'économie qui sera générée pour le pays et ces économies, on pourra orienter ça sur d'autres problèmes de santé que la population rencontre. Donc, c'est quelque chose qui est innovant et très, très intéressant. Et aussi, ça ouvre une opportunité ça vous donne au fait des opportunités de carrière qui sont vraiment diversifiées.
très souvent, on pense que faire le doctorat, c'est aller enseigner en milieu académique. C'est pas forcément le cas. C'est même très difficile de nos jours de finir un doctorat, surtout en Amérique du Nord, et puis intégrer l'académie. Les statistiques prouvent que c'est seulement 20% des personnes des diplômés d'un PhD qui arrivent à s'en sortir, à intégrer le milieu académique, parce que c'est vraiment très, très compétitif. Donc, en dehors du milieu académique, il y a l'industrie, tu peux même fonder ton propre centre de recherche. Au fait, ça te donne, comme son nom le dit, c'est philosophique doctor. Donc, ça t'amène au fait une certaine réflexion, une certaine maturité dans la réflexion. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, je vais aborder quelques défis et en même temps conseils associés à ça, la réalisation d'un PhD si vous l'envisagez. Donc, avant de commencer, je crois que beaucoup de personnes ont eu à parler de ça tout à l'heure. C'est de prendre le temps pour s'informer. On ne fait pas le doctorat parce que c'est vraiment un parcours de vie, c'est très long, surtout en Amérique du Nord. En plus de ton master, il faut faire 5 ans d'études supplémentaires. Ça, c'est en moyenne. Et ce qu'on rencontre souvent, c'est que les doctorats, les PhD maintenant, ça va de plus en plus 6-7 ans. Donc, prends le temps de te renseigner, ne te lance pas sur un doctorat et tu vas commencer au bout du temps, tu ne vas pas aimer, tu vas gaspiller ton temps. Donc, prends le temps vraiment de te renseigner, sur celui avec qui ou celle avec qui tu veux travailler. Je vais parler de ton encadreur ou bien de ta directrice. Effectivement, c'est très important. Donc, prends le temps de le connaître, de contacter, d'accord, les anciens étudiants qu'il a eu à superviser. Déjà, mais ça part du choix même du thème. Est-ce que le thème c'est le thème ou on t'a imposé un thème ou voilà. Parce que quand tu ne te sens pas dans le thème, tu vois que c'est difficile. Exact. Donc, entendez-vous sur le thème, entendez-vous sur la question de financement. Est-ce que ça sera un financement mensuel, je ne sais pas, semestriel ou je ne sais pas. Entendez-vous sur tout. Souvent, il n'y a pas de financement. Hein. Il n'y a pas de financement. Moi, quelqu'un qui vient en Amérique du Nord pour faire un doctorat sans financement, moi, je déconseille. C'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer, là. Donc, ça coûte cher. S'il n'y a pas de financement... Bon, le doctorat au Canada, ça ne coûte pas cher. Tu payes, il y a des bourses de subvention qui sont octroyées automatiquement à tout candidat au doctorat, mais il y a quand même des frais à payer, là, qui tournent autour de $3,000 par session. Mais en plus, normalement, en plus de la bourse d'exemption, ton directeur ou ta directrice de thèse doit te donner un financement, doit te donner, je ne sais pas, de l'argent par mois ou par 2 semaines. Sinon, sans ça, en plus du financement, on doit te... Oui, on doit te payer comme un salarié, on doit te payer, sinon... C'est pas le cas en Afrique. Hein. Sinon... Au Canada, s'il n'y a pas ça, Canada, États-Unis, moi je déconseille. Reste pour toi en Afrique, c'est mieux. C'est mieux. C'est vrai qu'il y a certains qui arrivent à s'en sortir avec ça, mais ce n'est pas facile. Tu vas passer ton temps à travailler dehors plutôt que de te concentrer sur ton doctorat et la qualité de ton travail sera affectée. Et qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, faire la thèse à l'extérieur et venir... comment est-ce que le doctorant se projette après son doctorat? Parce que pour ce que je sais, en Afrique, pratiquement en Côte d'Ivoire, beaucoup ont tendance à penser que quand tu as le doctorat, tu pars à l'enseignement. Et tu es dédié à l'enseignement. On a même eu une crise où des docteurs ont marché, on parle de docteurs non recrutés et autres, qui ont marché, qui estimaient qu'ils ont fait ces années d'études et qu'il fallait qu'on les recrute. Et voilà. Quelle est ta perception des choses? Moi, je pense que déjà, comme je l'ai dit au début, là, avant d'entamer un doctorat, prends le temps, en plus de s'informer, de vraiment tracer sa trajectoire de carrière. Ce n'est pas à la fin de ton doctorat que ou bien ce n'est pas en 4e année que tu commences par planifier, est-ce que je vais aller dans l'enseignement ou pas? Non. Le doctorat, ce n'est pas fait seulement pour l'enseignement, comme je l'ai dit.
En Amérique du Nord, si je prends ce contexte, il y a seulement 20% d'accord, des diplômés qui arrivent à enseigner parce que c'est très compétitif. Donc, les 80% vont dans l'industrie, soit ils font eux-mêmes leur propre, je sais pas, structure de recherche, ils embauchent des gens, ils écrivent des demandes de subventions et puis ils gagnent des projets sur lesquels ils travaillent. Donc, c'est comme ça qu'il y a d'autres qui se nourrissent de ça. Il y a d'autres qui vont directement dans les industries. Donc, ça peut être à la Banque mondiale, ça peut être au FMI, ça peut être, c'est pas, l'OMS, ainsi de suite. Donc, tous ces objectifs-là doivent être définis dès le début, avant de t'embarquer. D'accord, Yeah. d'accord, super. Ça marche, ça marche. Donc, Et comment est-ce que la vie du doctorant, Mhm. brièvement, Ah, comment tu perçois cette vie-là? ça, c'est une bonne question. Je dirais que c'est quand même beaucoup de sacrifices, hein, la vie, surtout les 2 premières années là, où tu es chargé des cours, c'est-à-dire tu fais des cours au fait. Après ton master, les 2 premières années de doctorat, tu fais encore des cours théoriques. Et tu as des examens à passer, tu dois les réussir, c'est très, très challengeant. Et si tu as une famille à côté, c'est encore beaucoup de charges. Donc, c'est beaucoup de travail. La vie d'un doctorat, c'est beaucoup de travail. C'est des nuits blanches. Yeah. Super, super. Donc, je vais laisser la parole aux autres s'ils ont des questions. À vous l'antenne, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répond et on finit sur ça. Bon, si tu as d'autres éléments aussi, la suite, on te laisse poursuivre. Bon, poursuis d'abord et quand tu termines, on pose des questions. Je crois, je ne vais pas mettre du temps à terminer. Donc, juste continuer avec les défis, les conseils, c'est, comme je l'ai dit, c'est aussi comprendre que le PhD, c'est une formation, c'est pas seulement un projet ou bien un diplôme que tu vas obtenir. C'est vraiment une formation sur le plan de leadership, formation sur la capacité à gérer ton temps. Je sais pas, c'est vraiment une formation là. Donc, il faut garder ça en tête lorsque tu décides de t'embarquer là-dedans. C'est aussi de développer cette capacité-là à penser scientifiquement, à développer l'esprit critique, à se poser des hypothèses, et puis saisir aussi chaque opportunité d'apprentissage qui se pose sur ton chemin. Donc, il y a beaucoup de formations qui s'offrent au cours de ton doctorat. Il faut les saisir. Par exemple, les colloques scientifiques, les colloques de rédaction, les formations en communication orale. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte lors de ton d'un parcours de doctorat. Donc, c'est ça qui rend au fait le truc un peu complexe. Déjà, si tu n'as pas ces bases-là au départ. Chez nous en Afrique, souvent, on ne nous forme pas, je dirais, en tout cas pour ce que je connais, dans la communication orale, la rédaction scientifique. Donc ici, tu arrives dans un monde où les gens tu arrives au doctorat avec des étudiants qui ont déjà publié plusieurs articles. Et toi, tu viens de l'Afrique, tu n'as pas d'expérience en communication orale, en rédaction d'articles scientifiques et tu dois aller concurrencer, postuler pour des bourses d'études supplémentaires avec ces gens-là. Donc, tu comprends que tu as beaucoup d'efforts à fournir, ce n'est pas du tout évident. Donc, à part ça, il faut aussi apprendre à travailler de manière indépendante. Donc, ce n'est pas ton superviseur qui va à chaque fois te demander, te dire quoi faire. Donc, il faut être capable de prendre des initiatives, de savoir que je dois faire ceci, ceci, ceci. Il ne faut pas attendre que ton superviseur te dise de faire ceci. Donc, l'autonomie, c'est quelque chose qu'il faut développer. Ce sont des choses souvent en Afrique qu'on n'a pas toujours. Donc, ce sont des choses à garder à l'esprit. Et puis, de prendre le temps aussi de célébrer chaque réussite. Donc, ça peut être des bourses qui passent. Si tu les réussis, si tu arrives à les décrocher, il faut les célébrer parce que ce sont des moments qui n'arrivent pas tout le temps. C'est un parcours qui est beaucoup stressant. Donc, chaque réussite, il faut la célébrer. Donc, ça sera la fin de ma petite présentation. Ça a été rapide. Je voyais le temps filer là. Je ne voulais pas trop vous garder.
Donc, ce sont les références sur lesquelles je me suis appuyé ici. Je vous remercie. Merci encore, c'est très intéressant d'apprendre qu'avec le doctorat, on peut faire plein de choses que l'enseignement seulement. On peut même monter son entreprise, ça c'est très intéressant. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole. Si vous avez des questions, Tobo, Samuel, Samson, si vous avez des ambitions pour des études doctorales, voici l'occasion et on va terminer sur ça. Allô? Oui. Allô? Oui, on t'entend. Bonsoir à tous. Moi, déjà, c'est de dire merci à tout un chacun. Merci à Don Bobé qui a permis, même avec l'équipe de pouvoir organiser cette rencontre. Et ensemble, on a parlé déjà de nos différentes, nos différents parcours. On a donné les différents conseils qu'on pouvait donner. Je profite déjà de l'occasion pour pouvoir demander à l'équipe Valideur de pouvoir toujours lancer ce genre de rendez-vous-là pour pouvoir parler de nos différents vécus, parler de nos différents conseils à nos différents cadres. Donc encore merci et on est ensemble. Merci bien. Oui, Samuel, Samson, ça va? Alors, bien, si c'est bon, je vais remercier tout un chacun. Merci pour votre brillante contribution. Je pense que ce sont des occasions comme ça qui permettent d'éclairer, on va dire, plus d'un et de donner des perspectives. Et donc, on espère que ces conseils contribueront grandement à la construction du projet professionnel des étudiants et pourquoi pas des professionnels qui souhaitent faire une formation continue. Merci encore et on va mettre fin à la rencontre d'aujourd'hui et espérons nous revoir pour d'autres rencontres. Merci encore.